Yorana Aronga et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. La journée mondiale de la biodiversité, c'était la semaine dernière, le 15 mai dernier, et ça tombe bien. Aujourd'hui, on parle d'environnement. Pareil, mais à l'école. À travers des initiatives comme la Semaine du développement durable, des labels éco-école, des concours comme Raura à Aura ou encore le programme Fénois éducatif, nous allons découvrir comment transmettre dès le plus jeune âge des bons gestes pour notre Fénois. Et on verra tout ça avec nos invités. Nous avons Grégoire Massonnet, conseiller pédagogique à la DG2E Yorana. Yorana. Nous avons Javan Rehiti Teouhi, qui est président de l'association Brigade Verte, Yorana. Yaura. Et enfin, une professeure, Feymano Dauteser, coordinatrice du label Éco-École de Don Bosco, Yarana. Yorana. On va commencer déjà avec Grégoire, donc représentant de la DG2E, pour savoir pourquoi est-ce que c'est si important d'intégrer l'environnement dans les programmes scolaires. Alors tout simplement parce que l'environnement est complètement un sujet d'actualité depuis un certain temps. Et notamment parce que traiter d'environnement, c'est traiter de choses humaines qui peuvent englober toutes les disciplines scolaires. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de concilier l'environnement et le traitement de toutes ces disciplines scolaires. Et puis même l'environnement, on en parle à Tahiti, où littéralement on est entouré par de l'eau, il y a de la verdure partout sur l'île, donc c'est d'autant plus pertinent finalement. C'est d'autant plus pertinent qu'on a un environnement magnifique et traiter l'environnement avec les élèves, c'est commencer justement par ce qui est beau et de s'émerveiller sur cet environnement avant de parler de ce qui pose problème. Car si on émerveille les enfants sur ce qui les entoure, ils vont être mieux à même à protéger. J'ai presque l'impression que quand on parle d'environnement, en particulier dans ce genre de conditions, comme ici à Tahiti, c'est presque de la responsabilité de tout un chacun, de la citoyenneté, j'ai envie de dire. Complètement, c'est intégré dans le sang des Polynésiens, cette protection de l'environnement. On a des notions qui sont ancestrales, qui sont liées à la protection de cet environnement. Et donc, c'est d'autant plus facile à communiquer ça à nos élèves. Feymano, justement, tu es professeur. Et est-ce que toi, en dehors de la professeure, toi, en tant que femme, ça te tient à cœur de pouvoir parler de tout ça avec tes élèves? Alors, en fait, j'aimerais qu'on revienne d'abord sur la définition même de l'environnement. Qu'est-ce qu'on appelle environnement? Est-ce que c'est le tri des déchets? Est-ce que c'est planter? Est-ce que c'est vivre avec sa nature? Est-ce que c'est aussi, combiner le développement de la société et du coup le respect de l'environnement? Donc, c'est sur ça un peu que j'aimerais revenir. Et c'est sur ça que je reviens avec mes élèves. Donc, on fait d'abord une définition. Et en tant que Feymano, pas enseignante, oui, clairement, c'est important. Et c'est pour ça que tu es devenu, je suppose, en partie professeur. Donc, PSE, c'est prévention, santé, environnement. Oui, tout à fait, c'est prévention, santé, environnement. Tu peux revenir sur justement cette expérience, pourquoi avoir fait ce choix et ça consiste en quoi concrètement être prof PSE? Alors, en fait, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette matière? C'est parce que mon cursus a fait que j'avais le bagage pour pouvoir prétendre à cette discipline. La PSE, ça s'imbrique dans le concours de biotechnologie, option santé-environnement. Et du coup, pourquoi est-ce que j'ai choisi PSE et pas une autre? Parce que c'est quelque chose qui est un peu inné, quoi. Et qui te tenait déjà à cœur de toute façon. Qui me tenait, déjà à cœur. C'est l'environnement, je pense que c'est aussi une façon de vivre. Il faut qu'on soit en accord avec soi-même pour pouvoir enseigner et transmettre cette passion. Si on l'a pas, ça marchera pas. On y reviendra, justement, ne perds pas le fil. La dernière personne qu'il y a autour de notre plateau, c'est Javan. Donc la Brigade Verte, tu es président. Elle n'est plus à présenter, on la connaît, 19 ans de progrès acharnés. Quel changement tu as remarqué entre peut-être les débuts, les balbutiements de l'association et aujourd'hui? Est-ce que les mentalités ont changé? C'est l'enthousiasme que je remarque le plus. Dans toutes nos interventions, les élèves en primaire, en collège et en lycée, les élèves sont enthousiastes à l'idée de faire des choses qui ont un impact sur leur cadre de vie. Donc quand on leur explique en quoi leurs gestes ont un impact, ils ont les yeux qui s'émerveillent. Mais il y a des personnes qui veulent déjà faire des trucs, mais qui ne savent pas quoi faire. Du coup, nous, on leur donne les outils. On leur dit, voilà, on peut faire ces ateliers-là. Quand on plante cet arbre-là, c'est le nid de telle espèce d'oiseau et ça a un impact sur telle niche écologique et on leur explique. Et le fait de comprendre
pour un élève, c'est motivant à continuer à maintenir. Parce que c'est très intéressant de s'y mettre, hein, de faire des trucs, mais de s'y tenir, c'est une autre paire de manches. Oui. Et du coup, comprendre permet de continuer à faire des choses. Et donc, on voit l'évolution de certains élèves qu'on a eu au collège et qu'on retrouve plus tard dans certains lycées, parce qu'on intervient à différentes étapes. Et on les retrouve, hey, Brigade Verte, et on se rappelle que oui, lui était éco-délégué, elle était de ce collège-là, et on voit leur évolution. Et quand on revient, on ressort cet enthousiasme qu'ils ont gardé. Certains sont un peu parou, ils ont un peu perdu, parce qu'il y a d'autres choses dans le monde, dans la vie. Bien sûr. Chacun a ses problèmes. Et du coup, de revenir, de leur rappeler voilà, que l'importance de leur geste a amélioré leur propre quotidien. Et il y a beaucoup d'éco-délégués qui redeviennent éco-délégués au lycée. Et ça nous maintient aussi, nous, hein, parce que toutes ces années... Moi, j'étais pas là au début, j'ai pris en cours de route en 2015. Et de voir l'entrain de tous les élèves à qui on discute, ça nous maintient aussi, nous, parce qu'à force, c'est difficile aussi. Hein. Continuer le combat, on a besoin de l'énergie de tous ces élèves-là. C'est une autre paire de manches, mais déjà, entre 2015 et 2025 aujourd'hui, on voit donc 10 ans de différence, il y a déjà énormément d'enthousiasme. Alors, je suppose qu'avec les 19 ans, il doit y avoir encore plus de différence. Mais oui, un dernier mot. Il y a des généralités qui ont très peu changé. Ok. Il y a des gestes, parce que quand on fait des campagnes de ramassage de déchets sur la plage ou dans les rivières, il y a toujours des déchets. Il y a toujours des tonnes de déchets tous les ans, que ce soit la Brigade Verte, Mama Natura, Arenoa, toutes les Tamari Point des pêcheurs qu'on fait. Les associations, toutes les organismes qui ramassent il y a des tonnes tous les ans. Et donc, nous, on a un impact sur une certaine partie très, très limitée de la population. On fait des sensibilisations, on fait aussi en grand public, on fait des cinémas en plein air pour montrer nos actions et l'impact de nos actions. Mais il y a des gestes que beaucoup de personnes ne voient pas l'intérêt de faire. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas cette démarche pédagogique. C'est tout à fait en lien avec notre sujet, l'école, l'environnement. Oui. Quand on ne comprend pas l'intérêt immédiat d'une mesure... Des actions, oui. On ne va pas le faire. C'est normal. Tu ne vois pas pourquoi tu ferais ça. Et du coup, quand les mesures sont noyées dans le marasme, peut-être dans la pauvreté aussi, on pense à d'autres choses, beaucoup de gens continuent de jeter le peu, de polluer, que ce soit... Il y a des gens qui enterrent leur voiture dans le jardin. Ça, on ne pense pas à mal. Je dis, ouais, ça va juste disparaître, c'est pas grave. Tu vois, ne comprennent pas l'intérêt de ne pas faire ces choses-là. Et justement, on va revenir sur le sujet qui est aujourd'hui l'environnement à l'école. Cet enthousiasme dont tu nous parles, c'est le résultat finalement de plusieurs initiatives conjointes qui ont été menées au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, avec Grégoire, j'aimerais bien qu'on puisse revenir sur le dispositif Fénois éducatif, puisque c'est totalement dans le thème. Oui, alors le dispositif Fénois éducatif est né de l'idée du cadre proposé par les aires marines éducatives qui sont nées aux Marquises en 2017. On suit en fait avec le Fénois éducatif, c'est tout simplement une aire terrestre éducative, enfin, des aires terrestres éducatives. On suit la méthodologie des aires marines éducatives en ayant dans l'idée que pour le Polynésien, il y a un lien étroit entre la terre et la mer. Et on ne pouvait pas continuer à étudier les aires marines éducatives sans étudier les aires terrestres. Donc le programme Fénois éducatif est dans cet esprit-là. Donc on parle de quelles actions, si on veut rester dans le concret par exemple? Alors les actions concrètes, là, il est mené à titre expérimental sur 8 établissements pendant 2 ans qui ont répondu volontaires à l'appel à candidature. Et la première étape, c'est de repérer un site qu'ils souhaitent gérer, étudier, avec l'aide de spécialistes. Et donc la première étape, c'est un état écologique qui est fait par des scientifiques, et là, sous la coordination de Fénois Environnement, qui est un bureau d'études bien connu en Polynésie, qui nous propose des spécialistes en fonction des intérêts d'études de l'aire éducative choisie par les élèves. Dans une idée un petit peu sensiblement similaire, Feimano à Don Bosco, toi tu es coordinatrice du label Éco-École. Oui. Donc c'est quoi exactement, rappelle-nous? Alors le label Éco-École, c'est un dispositif qui est mis en place par l'Éducation nationale qui permet en fait d'avoir une plus-value sur
les gestes que vont mener, enfin les actions que vont mener, un établissement. Le label Éco-École, il a différentes thématiques et du coup, il n'y a pas que l'environnement. Il y a aussi la santé, il y a aussi la solidarité, les énergies, etc. Et ce label Éco-École, en fait, il y a une démarche, enfin une méthodologie à appliquer, des critères du coup à remplir pour pouvoir l'obtenir. Et c'est quoi ces critères, justement, parlons-en? Alors, il y a différentes étapes à franchir. Dans un premier temps, il nous demande de réaliser un diagnostic. Donc, de faire un état des lieux sur la thématique pour savoir, pour ensuite en dégager des problématiques et mettre en place avec les élèves un plan d'action pour répondre à ces problématiques et du coup améliorer la situation au sein de l'établissement. Je pense que le plus gros critère pour valider, pour valider ou pas, c'est que tout ça se soit fait avec les élèves et pas l'enseignant de son côté. Le corps éducatif seulement, il faut que ce soit participatif avec les étudiants. Même si la partie administrative va être complétée, enfin il y a un tableau de bord sur Internet, va être complété par l'enseignant, il nous demande si les élèves ont participé à la création du diagnostic. On a des feuilles de route et des fiches actions plus ou moins déjà faites que les élèves, du coup, pourront adapter en fonction de la thématique. Donc, j'ai l'impression que c'est assez important, finalement, en fonction, bien sûr, des établissements. Donc, c'est un peu dans la même idée, Grégoire, que ces genres d'initiatives permettent d'inclure les élèves dans l'environnement à l'école. Ah, tout à fait. De toute façon, toutes les actions non seulement permettent d'inclure les élèves, mais les associations, les partenaires de l'école. Jordan soulignait que Javan, pardon, soulignait qu'on ciblait un public très précis, les scolaires. Et c'est vrai que si on n'envisage pas quelque chose de plus large, des partenaires, les parents, les associations, les scientifiques et toute la communauté qui gravite autour de l'école, bien, si on se limite à l'école, les progrès seront moins significatifs. Justement, tournons-nous vers Javan. Des interventions, des animations, vous en avez déjà fait. Qu'est-ce que vous proposez concrètement vers les jeunes et comment est-ce qu'ils réagissent? Au tout début, tu nous en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Le rôle premier de l'école, c'est de transmettre des connaissances et des compétences. Nous, on vient à côté, on fait des ateliers. Par exemple, on a planté, que ce soit au collège Henri Hiro, au lycée Paul Gauguin, on a planté des arbres et des végétaux dans la cour. Et pendant ces ateliers-là, on explique aux élèves déjà des compétences de jardinage et pour qu'ils comprennent, pour qu'ils aient un rapport à la terre, première chose. Et deuxième chose, pour qu'ils aient des compétences, pour qu'ils puissent eux-mêmes cultiver chez eux. Et qui comprennent aussi que s'ils polluent, c'est ces arbres-là qu'ils vont, dans la santé, va avoir un impact négatif. Et du coup, le fait qu'ils aient planté eux-mêmes, ça met un attachement. Et c'est sur ça qu'on travaille, qu'on essaye de travailler. Et on essaie aussi de leur expliquer la place de ces végétaux dans la culture, d'une part, dans les écosystèmes, d'autre part. Nous, on vient juste en complément concret. Mais la théorie, c'est le rôle de l'école. Et il y a 4 matières qui devraient être enseignées à l'école, du collège au lycée, et qui, je trouve, ne le sont pas, et ne le sont pas assez. C'est le droit, l'économie, l'écologie et la rhétorique. Le droit, parce que pour beaucoup de mesures pour préserver l'environnement, passent par des textes de loi. Bien sûr, mais comment fonctionne le droit? C'est quoi un code? C'est quoi le code de l'environnement? Quand on sort de l'école, normalement à 16 ans, on peut arrêter l'école. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce que c'est et comment on peut utiliser la loi pour préserver l'environnement. Et comme quoi, l'environnement à l'école ou à la maison, ce n'est pas juste faire le tri, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et du coup, pour faire adhérer les personnes ou pour que... Ah oui, il y a la rhétorique aussi. Oui. Pour comprendre comment les politiques nous parlent et comment certains politiques font passer des mesures pour environmental friendly, mais alors que pas du tout. Par exemple, on rase des forêts pour installer des panneaux solaires. C'est une aberration. Et du coup, ça passe par des discours. Et donc, enseigner aux élèves la rhétorique pour qu'ils décèlent les sophismes, les faux raisonnements. Comme ça, ce sont ces élèves-là, les électeurs de demain, qui seront mieux à même de choisir
tels élus. Dans cette idée, il y a par exemple un concours en ce moment qui a lieu de Rawra Ora, donc un concours d'écriture et un concours d'affiches de campagne pour sensibiliser tout simplement à la richesse et à la fragilité de la biodiversité en Polynésie française. Ça fait partie des différentes initiatives qui peuvent être mises en place et j'ai l'impression que ce concours, comme ces initiatives, font partie d'une manière globale d'une approche originale pour parler aux élèves. Grégoire, qu'est-ce que tu en penses? Il faut adapter son langage aux élèves? Oui, bien sûr. Tu parlais d'initiatives. Il y a de nombreuses initiatives, soit qui viennent de la DG2E, mais souvent qui viennent de la force de proposition des associations ou d'autres services de l'administration, comme la direction de l'environnement. Et donc, pour toutes ces opérations que proposent les partenaires, là, on est encore les partenaires de l'éducation, la DG2E est en première ligne pour proposer aux élèves ce que proposent tous ces partenaires. Justement, je me tourne vers toi, Feymano. Javan, il y a quelques instants, nous parlait de l'affectin quand ils vont planter quelque chose, par exemple, à l'école. Les élèves se sentent beaucoup plus inclus, beaucoup plus impliqués. Exactement, c'était le terme. Est-ce que c'est ce que tu as déjà pu remarquer avec tes élèves? Il faut qu'ils y trouvent un intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt derrière, ça ne marchera pas. Donc, comment est-ce qu'on fait concrètement? Moi, j'ai souvent la carotte. C'est-à-dire? La carotte, ça veut dire péta en tahitien, on va les péta. La récompense, comme tu dis, La récompense, merci. Et du coup, c'est pour pouvoir... au début, ils ne sont pas forcément volontaires pour être éco-délégués. Hein. Il faut leur dire, regardez, on va faire des sorties. Vous aurez le petit déjeuner. On va travailler avec tel ou tel partenaire, ça va être intéressant. Cool. Voilà. Et du coup, pour revenir, par exemple, on avait fait une super action, c'était un projet d'économie circulaire qu'on avait mis en place avec Jonathan Biarret, je ne sais plus c'est quoi le nom de son... Ninamou Solutions. C'était en fait c'était un projet avec 3 établissements. Oui, où il faisait un état des lieux, il voyait si le compostage et la mise en place d'un potager pouvaient être intéressants. Donc, on l'avait fait. Les élèves, du coup, c'était aussi dans le thème de l'alimentation, de leur montrer que l'environnement, ça ne s'arrête pas à la terre. Tout ce qui est produit dans la terre, après, on l'ingère. Et donc, le fait de produire son propre compost, pour qu'ils soient l'engrais et qu'après, qu'ils récoltent en fait le fruit de leur travail, ça les a beaucoup intéressés et du coup, ils se sont beaucoup plus impliqués. Et donc, ce qu'on faisait aussi, c'était de récolter les graines, qu'ils les plantent, qu'ils s'en occupent chez eux parce qu'il faut leur montrer que c'est pas que pendant 1 heure au lycée, il faut venir arroser, mais que à la maison aussi. Du coup, ils sont pas revenus avec les graines, ils les ont plantées chez eux. Et ils étaient super fiers de nous dire voilà, aujourd'hui on a récolté les tomates, madame, ou bien les haricots, mais on a laissé à la maison. Hein. Je dis oui, écoute, l'important c'est que tu te rends compte que même le processus de la germination et tout, hein, le fait que on peut juste, au lieu d'aller acheter des tomates en grande surface, on prend une tomate. On enlève juste les graines qu'il y a dedans parce que c'est exactement ce qu'il y a dans les sachets de graines. On les sèche et on fait le cycle de vie, quoi. Donc, et puis, on le récolte. Finalement, en incluant les élèves, comme on le disait tout à l'heure, ils se sentent beaucoup plus impliqués. Javan, je me souviens de ce petit panier que j'ai planté au lycée Paul Gauguin en étant éco-délégué. Je vais passer voir s'il y est toujours. Mais finalement, les mentalités des jeunes évoluent en fonction de toutes ces initiatives que vous mettez en place. Il faut leur donner les outils. Ils veulent déjà faire des trucs. Il faut leur donner la connaissance et la compétence. La connaissance théorique, quand je parlais d'écologie, je ne parle pas de... aujourd'hui, quand on utilise le mot écologie, c'est pour désigner cette tendance à préserver la biodiversité, protéger l'environnement. Et à la base, le mot écologie désigne une science qui est entre la biologie et la géologie. La biologie étudie le vivant, la géologie étudie les roches, l'écologie étudie les écosystèmes, c'est-à-dire les relations entre les espèces et leur milieu. Quand un élève comprend ça, que les humains font partie d'un écosystème, qu'est-ce que c'est que les relations de prédation, de commensalisme, les dynamiques, tout ça, qu'est-ce qu'un réseau trophique? Et ils comprennent qu'on a tous un impact les uns sur les autres, que ce soit les humains, sur les animaux, sur les végétaux et sur le corail, sur la mer. C'est en comprenant ça
qu'on pourra les amener à avoir des gestes qui protègent. Responsable, finalement. Voilà. Mais il faut d'abord qu'ils comprennent ça. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas à quoi c'est. Je fais mes trucs chez moi, ça n'a pas d'impact sur la terre ou sur la mer. Et de la même manière, il faut aussi connaître l'économie, parce que beaucoup de fois, quand on propose des mesures de protection à l'environnement, on nous oppose le développement économique, la balance commerciale, tout un jargon qui nous déstabilise un peu. Et donc, j'estime qu'il faut que, au sortir du lycée, on ait des notions d'économie, la base. Quels sont les moteurs, les mécaniques du développement économique, les interactions entre les pays. Alors et justement, c'est en comprenant ça qu'on pourra choisir les bons gestes et choisir comment protéger au mieux. Avant de sortir de l'école, on y retourne très rapidement. Je reviens sur le programme Fénois éducatif. Donc 2 ans de programme Fénois éducatif. On parle d'évolution, Grégoire. Alors, on parle d'évolution dans le sens où, par le passé, c'est vrai que certains établissements n'ont pas attendu ce programme pour se lancer dans des opérations de découverte de l'environnement terrestre. Je pense à certains établissements qui s'y sont déjà lancés depuis un certain temps, mais là, l'évolution va dans le sens où l'institution propose un cadre avec des moyens supplémentaires. Donc là, on voit un effort institutionnel qui propose des moyens supplémentaires, donc institutionnels État, pays et OFB, un organisme qui est depuis longtemps sur le territoire, propose des moyens à mettre à disposition. Et c'est dans ce sens-là que ça a évolué. C'est-à-dire qu'avant, les initiatives, chaque école se débrouillait avec ce qu'elles avaient, et là, l'institution propose des moyens supplémentaires. Avoir plus de moyens, ça permet de faire de meilleures choses, justement, Feymano. Alors, du coup, moi, je vais être un peu, pas l'avocat du diable, mais je suis enseignante dans le privé et en fait, ces moyens, ils sont un peu limités. Voilà, il y a plein de choses auxquelles on n'a pas accès quand on est dans le privé. Après, je critique, c'est pas une critique, c'est juste, voilà, de savoir que, pourquoi est-ce que nous, on fait pas ça? Parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, en fait. Par exemple, je m'étais renseignée pour mettre en place une aire marine éducative parce que avant d'être enseignante, j'ai travaillé à la direction de l'environnement. Donc, je connais le processus des aires marines éducatives. Et du coup, j'avais envie, lorsqu'on a abordé le thème de la biodiversité, de mettre en place ce genre de dispositif avec mes élèves. Et donc, quand je m'étais renseignée, bien, étant du privé, on n'a pas les mêmes accès, on va dire ça comme ça. Voilà, tout comme les aires terrestres qui seraient très intéressantes pour surtout nous qui ne sommes pas à côté de la mer, ça pourrait être très intéressant et on n'y a pas encore accès. Mais heureusement... Je dis encore parce que peut-être que ça va évoluer. Mais heureusement qu'on a des profs comme toi, par exemple, il y en a plein d'autres sur ces équipes pendant le privé. Ils lancent des initiatives. Oui. Justement, qu'est-ce que l'on peut finalement vous souhaiter, que ce soit avec des moyens, sans moyens ou avec peu de moyens? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour essayer de faire évoluer la cause? Je pense que le plus important, c'est tant que nos élèves ils sont motivés, on va y arriver. C'est ce que je dirais. Je crois que la force en Polynésie, c'est d'avoir des associations qui interviennent bénévolement. Si vraiment une classe est motivée et fait appel à une association, je pense à des associations comme Tairoto, Tairoto, ils interviennent sans problème parce qu'ils sont convaincus. Voilà, donc même sans trop de moyens institutionnels, on arrive à trouver encore des forces que sont les associations qui permettent de développer ces projets dans les écoles. Et même si je mets tout le monde dans le même panier, que ce soit les associations, que ce soit le gouvernement, l'État, les professeurs, les élèves, les parents aussi, toutes ces initiatives, toutes ces forces combinées vont permettre de faire bien évoluer la cause environnementale. Oui, tout à fait. C'est ensemble qu'on arrivera à nos fins. Et justement, je vais terminer l'émission avec Javan. Ton regard sur tout ce qui est mis en place aujourd'hui et comment est-ce que ça pourrait évoluer encore mieux? C'est une top dynamique. Comment ça pourrait évoluer mieux? Qu'il y ait dans le programme scolaire des cours depuis le collège jusqu'au lycée d'écologie, d'économie, de droit et de rhétorique. Comme ça, nous, quand on intervient, on fait juste le côté pratique et on n'a pas besoin d'intervenir sur la théorie. Et que tous les élèves qui sortent du lycée aient déjà ça en tête pour faire des adultes déjà responsables et pleinement éclairés pour faire des choix de vie qui protègent l'environnement. Certaines personnes disent que la base viendrait des parents. Ce ne serait pas plutôt aux parents de pouvoir leur apprendre la base? Le rôle des parents, c'est l'éducation, les valeurs. Le rôle de l'école, c'est l'enseignement, les connaissances, les compétences.
Si chacun respecte son rôle, on peut aussi faire des transversales. Mais si chacun respecte son rôle, on aura une société éclairée qui saura mieux faire ses choix. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur l'environnement à l'école, comment sensibiliser nos jeunes. Si vous voulez vous renseigner justement, n'hésitez pas à aller sur le site education.pf, c'est le site de la DG2E tout simplement. Et vous avez aussi la page Facebook de la Brigade Verte représentée aujourd'hui par Javan. Donc Brigade Verte Tahiti-Planète Écotour. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus sur notre émission aujourd'hui. Merci Ali. Les amis, nous on se retrouve très bientôt. Bonne soirée sur TNTV, 18h, votre V à Tahiti. Maruru itotato farerera, bon appétit, trahoma parhana.